On a tous lu des textes historiques, bien sûr. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté pour se demander comment ils sont faits? Comment ça marche en fait? Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va pas juste lire l'histoire, non. On va soulever le capot et regarder le moteur. On va décortiquer ensemble l'anatomie d'un récit historique. Parce que, soyons clairs, l'histoire, la vraie, c'est pas une belle ligne droite. C'est un vrai chaos d'événements, de gens, de motivations qui s'entrechoquent. Alors la grande question, c'est comment un simple texte arrive à prendre tout ce bazar et à le transformer en une histoire qui se tient en un récit clair et logique. Eh bien, c'est ce mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre cette mécanique, le mieux, c'est de prendre un cas concret. On va se pencher sur le récit de la révolution algérienne tel qu'il est présenté dans notre source. Et on va se concentrer sur deux moments charnières, le début et la fin. Ce conflit, il a duré presque 8 ans. Ça commence en 1954 avec les toutes premières attaques et ça se termine en 1962 avec la signature d'un accord diplomatique très important. Voilà, on a nos deux bornes, le début et la fin de l'histoire qu'on va analyser. Et voilà comment ça commence. Le texte nous dit le 1er novembre 1954. On a une date, hyper précise. Puis une action, des groupes de combattants algériens qui lancent des attaques. Et enfin une conséquence directe, c'est le début de la révolution. C'est direct, c'est factuel, pas de chichi. Le décor est planté. Et maintenant, sautons à la fin de l'histoire. En mars 1962, on retrouve le même schéma, une date, un événement majeur, la signature des accords d'Évian, et un résultat, la conséquence finale. La guerre est terminée, et c'est le chemin vers l'indépendance de l'Algérie. La boucle est bouclée, le récit est complet. Bon, maintenant qu'on a l'histoire, du début à la fin, on va faire un pas de côté. On va changer de lunettes. Au lieu de juste absorber l'information, on va se demander comment est-ce que c'est raconté. Et pour faire ça, le plus simple, c'est de se poser quelques questions très basiques, très directes. Allez, première question, toute simple. Quelle est la date de début de la révolution algérienne? C'est la base, le quand. Le texte nous donne une encre temporelle très claire. Et la réponse? Elle est sans surprise, hyper claire et factuelle, le 1er novembre 1954. Et ça, c'est vraiment la fonction numéro 1 d'un texte de ce type, donner des infos qu'on peut vérifier. Ok, on a le quand, maintenant le qui. Qui a lancé ces fameuses attaques? Forcément, une histoire, ça a besoin d'acteurs, de protagonistes. Alors dans notre texte, eh bien, ils sont identifiés noir sur blanc, des groupes de combattants algériens. Voilà, l'action a maintenant un visage, un moteur. Et enfin, dernière question clé, pour quel résultat? Quelle a été la conséquence finale de toute cette lutte? Parce que toute histoire a besoin d'une fin, d'une résolution. Et ici, c'est l'indépendance de l'Algérie en 1962. C'est ça, le point final de l'arc narratif que le texte nous propose. On a donc bien un début, une action et une résolution. C'est une structure simple, efficace et surtout complète. Ok, super, on a posé les faits. Maintenant, on va creuser un peu plus. On va passer au niveau supérieur de l'analyse. Un texte historique, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est une construction, une sorte de recette avec des ingrédients bien précis. Voyons voir un peu quels sont ces fameux ingrédients. Et voilà, la recette décomposée sous nos yeux. On voit très clairement les 4 piliers qui soutiennent tout le récit. On a des dates pour savoir quand ça se passe, des lieux pour savoir où, des événements pour créer l'action et bien sûr des résultats pour que tout ça ait un sens. C'est vraiment la structure de base. D'ailleurs, si on change un seul de ces ingrédients, c'est toute la saveur de l'histoire qui change, tout le récit qui peut basculer. Et tout ça nous amène à une définition claire. C'est quoi, au fond, un texte historique? Eh bien, c'est un genre de texte qui a un but très précis, informer. Et pour ça, il utilise des dates précises, des faits réels et surtout un ton qui se veut objectif. C'est un peu sa carte d'identité, si on veut. Alors, arrêtons-nous une seconde sur cette idée de ton objectif. C'est un mot super important. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un texte historique et, disons, un éditorial dans un journal ou même un roman. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Être objectif. Eh bien, voilà la différence mise noir sur blanc. D'un côté, le monde de l'objectif. On énonce des faits qu'on peut vérifier, on reste neutre, impartial, le but c'est d'informer. De l'autre côté, le subjectif. Là, on exprime des opinions, on met de l'émotion, on cherche à persuader. Il n'y a pas de doute, le texte qu'on analyse, il joue clairement dans la première équipe. On peut faire le test, c'est facile. Est-ce que les faits sont réels? Oui, c'est le cas. Est-ce que le texte contient des repères dans le temps, des dates? Oui, on l'a vu. Maintenant, la question piège. Est-ce que l'auteur donne son opinion personnelle? Est-ce qu'on lit des mots comme héroïque, tragique, scandaleux? Absolument pas. Et c'est justement ça, l'objectivité. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix délibéré de l'auteur pour que son texte paraisse le plus crédible possible. Bon, alors, on a vu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Comment est-ce que tous ces petits outils d'analyse
peuvent nous aider à devenir des lecteurs un peu plus avertis. Allez, on fait le point. Voilà une petite boîte à outils pour la prochaine fois. Pour identifier et analyser un texte historique, il y a quelques réflexes à avoir. D'abord, chercher les dates précises, la chronologie. Ensuite, s'assurer que les événements sont bien réels. Puis, faire attention au ton. Est-il neutre, objectif? Et enfin, repérer le vocabulaire spécifique à l'histoire, des mots comme accord, guerre, indépendance. C'est une grille de lecture toute simple, mais vraiment très efficace pour décrypter n'importe quelle source. Et pour finir, on va se laisser avec une question qui nous remène tout droit à notre point de départ. On a bien vu comment un texte arrive à mettre de l'ordre dans le chaos de l'histoire. Mais le simple fait de choisir quoi raconter, de choisir ce début-là, cette fin-là, de mettre en lumière certains acteurs et d'en laisser d'autres dans l'ombre, est-ce que ce n'est pas déjà en soi un acte subjectif ? Autrement dit, un récit, même s'il est rempli de faits réels, peut-il être vraiment objectif s'il nous raconte par définition qu'une partie de l'histoire ? Voilà une question qui reste ouverte et qui ouvre la porte à une discussion bien plus large.